Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors Christelle, nous arrivons au site rep numéro 145, hein, n'est-ce pas? On s'approche des 150 et nous sommes le 15 juin 2019 et le bilan de la semaine est absolument dégueulasse. Je suis désolé Ouais, d'utiliser on un terme. continue. Ouais, non, mais Hein. on continue sur la lancée des semaines précédentes. De toute façon, j'avais dit que pour l'instant, on voyait pas de désescalade se profiler à l'horizon, puisque du 8 au 14 juin 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 130 reprises. Donc, on est à plus que la semaine dernière. On était à 118, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Durant lesquels, alors là, par contre, en termes d'obus de gros calibre, vous allez voir, on a pété tous les scores, puisque l'armée ukrainienne a tiré 20 obus d'artillerie de 152 mm. La première fois depuis début de cette année que l'artillerie de 152 est de sortie. Ouais, Donc c'est énorme. 200 obus d'artillerie de 122. Oui, quand on voit les dégâts des obus de 122 déjà. Ah bah après ça explique le bilan en termes de destruction. On va y revenir après. 8 obus de chars d'assaut et 560 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là aussi on a pété le score par rapport à la semaine passée. Bon, les deux missiles anti-chars philo-guidés dont j'avais parlé aussi le week-end passé. Et puis alors, si on rajoute tout ce qui est de calibre inférieur, donc véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, système de défense anti-aérien, lance-grenades et armes légères, on arrive à un total de 1776 munitions. Donc on est à peine à un poil moins que la semaine passée, mais enfin bon, la différence n'est pas transcendantale. Ces tirs ont touché 22 localités de la République, donc plus que la semaine passée, et il faut y rajouter les violations des dernières 24 heures. Là, de nouveau, ils ont visé les infrastructures civiles et compagnie. Enfin, ils nous ont fait, ils nous ont fait encore la totale. On a eu là durant les dernières 24 heures 18 violations et 303 munitions, dont 27 obus d'artillerie de 122 mm. Oh bah tiens. Décidément, ils les aiment bien en ce moment. Ces tirs ont tué 5 soldats de l'RPD, en ont blessé 4, 2 civils ont été blessés, plus 2 autres durant les dernières 24 heures. On a eu 34 habitations endommagées cette semaine, plus 4 durant les dernières 24 heures. La station de pompage de Vassilievka n'a pas été épargnée, elle a de nouveau été visée. Cette fois, avec un coup de missile anti-char philo-guidé. Décidément, ils les aiment bien, ces joujoux. Ouais. Bon, résultat, ils ont endommagé la ligne électrique qui alimentait la station. C'est effarant. Ouais. Ça, toute illusion vis-à-vis de Zelensky, c'est définitivement complètement évaporé. envolé. Non mais moi je l'avais dit, de toute façon, j'étais pas très optimiste. Le village de Krasny Partizan a aussi été privé de courant. Des aqueducs et infrastructures de traitement des eaux ont aussi été endommagés à Gorlovka durant les dernières 24 heures, et un gazoduc a été endommagé, privant de gaz plusieurs localités autour de Krasnoarmeyskoye. Bon, la RPD a répondu. Et on n'a pas fait dans la dentelle. Ça fait 8 morts et 23 blessés parmi les soldats ukrainiens. Comme d'habitude, je dirais. Faut pas chercher. Fallait pas commencer. Voilà, quand on cherche la merde, on la trouve. Voilà. Niveau OSCE, là on remonte bien, puisque l'OSCE a détecté l'absence de 123 pièces d'équipement lourd des zones de stockage où elles devraient se trouver côté ukrainien. Je rappelle ceci est une violation des accords de Minsk. À savoir entre autres 24 lance-roquettes multiples grades de 122 mm, 18 canons tractés Jetson B de 152 mm. Rien que ça. 13 obusiers tractés MSTAB de 152 mm aussi, 41 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 6 obusiers tractés D30 de 122 mm, 21 canons anti-chars Rapira de 100 mm. On a passé la saison des labours, là, les enfants. Ouais. Alors, quand tu nous parles de Jetson B et d'obus de 152 mm, ça commence à devenir très inquiétant quand même. Ouais, et ce qui est le plus inquiétant quand même, c'est l'information qui a été sortie le 11 juin où une vidéo a circulé montrant 4 camions chargeurs de lance-roquettes multiples Smerch qui ont été filmés partant de Kramatorsk vers la RPD. Donc ça, ce sont les camions qui servent à recharger en fait les lance-roquettes multiples. Oui. Bon, ça veut dire que les lance-roquettes qui vont avec soit étaient déjà sur la ligne de front, soit sont arrivés juste derrière. Mais c'est très inquiétant parce que c'est quand même du 300 mm. Oui, ça fait entre 800 et 815 kg pièce le missile, et chaque camion en porte 12. Ça donne une idée de dévastation que peut produire ce genre d'armes. C'est Apocalypse Now. Si tirent ça sur les RPD, je vous raconte pas le bain de sang. Ouais. Donc là, c'est quand même très très inquiétant. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que l'OSCE les a pas vus, ceux-là.
ni absent des zones de stockage, ni d'autre chose. Oula, ça serait peut-être bien de vous réveiller les mecs là quand même. Au rayon utilisation des habitants comme bouclier humain, on continue, puisque la MSS de l'OSCE a aussi enregistré la présence de systèmes de défense antiaérien Strela 10 à moins de 50 mètres d'habitation à Nikolaïevka, donc côté ukrainien. C'est dégueulasse à tous les points de vue. C'est vraiment... Et alors ces Strela 10 ne sont même pas notés comme absents des zones de stockage. Donc quand je vous dis que les listes de l'OSCE, c'est des listes à minima, oui. Les Smerch et les Strela sont pas marqués absents des zones de stockage. Donc ça vous montre bien que c'est une liste à minima, c'est pas une liste exhaustive. Alors si on regarde un petit peu comment ça se passe dans l'armée côté ukrainien, eh ben, selon les renseignements de l'RPD, 2 anciens combattants du tristement célèbre bataillon nationaliste Crimée, combattent depuis plusieurs années aux côtés des terroristes en Syrie, sont arrivés à Dnipropetrovsk pour recruter des mercenaires pour les groupes terroristes internationaux parmi les citoyens ukrainiens. Non, mais c'est bien, c'est magnifique. Non, mais quand on dit qu'il y a des collusions entre... puis quand je dis qu'il y a des collusions surtout avec les néo-nazis, où est-ce qu'ils sont allés pour recruter ? Ils sont allés voir le régiment punitif Dniepr 1, dont le bataillon Crimée faisait d'ailleurs partie avant 2015. Donc c'est magnifique quand même les petites collusions entre terroristes islamistes et néo-nazis. Ils se cachent même plus là presque. Non. D'ailleurs, ils n'ont pas caché d'où ils venaient, dans quel but. Et d'ailleurs, quand ils ont séjourné à l'hôtel, ils ont présenté des passeports ukrainiens. Oh, tiens donc. C'est bien, voilà. Alors ensuite, il semblerait que d'après les informations dont dispose le renseignement de l'RPD, ces terroristes prévoient de se rendre ensuite à Mariupol pour recruter parmi les néo-nazis du régiment Azov. Voilà. C'est justement là-bas que j'avais pointé la présence d'un petit paquet d'islamistes, là, il n'y a pas très très longtemps. Ça, c'est impossible que Washington ne soit pas au courant. Ah bah oui. Impossible. Non, d'autant plus que c'est pas la première fois qu'on reçoit de telles informations. Ça fait un petit moment que les recruteurs de tous bords, de toutes les organisations terroristes à travers le monde se pointent en Ukraine, entre ceux qui viennent pour recruter, ceux qui viennent pour se faire soigner, je le rappelle. Il semble que ce qui les intéresse particulièrement, c'est justement les soldats ou anciens soldats des bataillons néo-nazis, parce qu'en gros, ils n'ont aucune pitié ni aucune morale. C'est parfait comme recrue pour ces gens-là. Mais ce qui est quand même assez frappant, c'est déjà le fait qu'ils arrivent à circuler librement à travers toute l'Ukraine. Donc c'est bien, il y a des terroristes qui circulent en Ukraine sans aucun problème. Et puis le fait qu'ils aient des documents ukrainiens quand même. Parce que j'aimerais savoir comment une bande de terroristes islamistes qui combattent en Syrie peuvent avoir des putains de passeports ukrainiens et se trimballer librement dans le pays. Ouais. Bon, de là à se dire qu'il y a quand même un petit lien avec le SBU qui les utilise à bon escient pour des petites fins criminelles, et que donc si le SBU est au courant, la CIA qui chapeaute le SBU l'est aussi. La boucle est bouclée. On savait déjà la collusion entre Daesh, le Front al-Nusra et les Américains et puis d'autres pays européens. Oui, voilà. Qu'ils utilisent le protectorat ukrainien comme plaque tournante, hôpital géant et agence de la NPE, Pôle emploi. Oui. C'est logique. Je veux dire, on avait le Kosovo qui est mafia land, et on a l'Ukraine qui est terroriste land. Voilà. Terroriste naziland. Voilà, Tu fais bien de citer le Kosovo, parce qu'il y a aussi la Bosnie-Herzégovine qui était un antécédent, un précédent dans le domaine de l'utilisation des terroristes pour des guerres au bénéfice des Américains. Bien sûr. La Tchétchénie aussi, je veux dire. Les Cheikh al-Mansour, qui a donné son nom à ce fameux bataillon qui combat côté ukrainien, je veux dire, c'était des terroristes qui ont fait la guerre contre la Russie, qui après sont partis se réfugier en Ukraine. Et puis, puisque justement on parle un peu d'opérations spéciales et compagnie, il s'avère que le centre d'information et d'opérations psychologiques de l'armée ukrainienne prépare une petite opération sous faux drapeau pour faire échouer les pourparlers de paix sur le Donbass qui doivent avoir lieu le 19 juin à Minsk. Donc c'est Edouard Bassourine, je rappelle, commandant adjoint de la milice populaire de l'RPD, qui en citant des rapports du renseignement a signalé qu'ils avaient une petite opération dans les cartons.
pour faire sauter les pourparlers qui doivent avoir lieu le 19. Des journalistes de la télévision ukrainienne sont arrivés dans la région d'Avdiivka, donc je rappelle sous contrôle ukrainien, mais qui n'est pas très loin de la ligne de front, pour participer à cette charmante petite opération bien huilée. Donc là, hier et aujourd'hui, 6 personnes du 73e centre d'opération spéciale de l'armée ukrainienne ont dû arriver pour se préparer à tout ça. Ils doivent avancer vers la ligne de contact dans la zone de responsabilité de la 93e brigade mécanisée pour ensuite bombarder les positions arrière de la même brigade et un quartier résidentiel depuis cette position avancée. Le tout pour essayer bien sûr de faire passer ça pour un bombardement venant de la RPD. L'ordre vient du commandant de l'opération des forces interarmées lui-même, Syrski, qui a chargé le commandant de la 93e brigade, Brzezinski, d'organiser une retraite rapide de ses subordonnés dans les abris, de laisser le groupe de simulation accéder au site de l'opération spéciale, faire son petit bombardement, et puis ensuite amener les journalistes sur place pour enregistrer les résultats de ce faux bombardement. Non, on en est là quand même. Enfin, je veux dire. Encore une fois, avec la supervision, je dirais, bienveillante des Américains. Oui. Tout ça ne peut pas se faire sans leur approbation, c'est évident. Mais c'est très mauvais signe, parce que quand ils en arrivent à des trucs comme ça, c'est qu'ils veulent une escalade. Donc ça, c'est quand même très mauvais. Donc j'espère que le fait que ça a été divulgué un peu partout, on l'a diffusé en anglais, donc là je le diffuse en français, ça va faire annuler ce truc-là. C'est une horreur, hein. C'est une horreur, parce que là, ils vont faire des victimes civiles encore. Ils vont faire des victimes civiles et essayer d'accuser la RPD. Enfin, je veux dire, c'est pas la première fois qu'ils se bombardent les uns les autres. Je veux dire, on l'a déjà assez dénoncé et prouvé avec des témoignages de civils à l'appui. Donc, mais là, c'est quand même très grave. En tout cas, pendant ce temps-là, en RPD et en RPL, eh bien, les choses avancent plutôt très bien. On va commencer déjà par l'économie. Puisque les deux républiques ont annoncé conjointement cette semaine une augmentation de grande ampleur des retraites et des salaires des employés du secteur public et des employés de l'État. La hausse sera la même dans les deux républiques et elle est très importante puisqu'au 1er juillet 2019, les salaires des employés de l'État et du secteur public vont augmenter de 35% et les retraites de 25%. C'est un quart, c'est énorme. Une hausse du salaire et des bénéfices sociaux de certains groupes de personnel du maintien de l'ordre est aussi prévue. C'est des augmentations qui sont très conséquentes si on compare avec l'année dernière, parce que l'année dernière, les dernières augmentations des retraites du 1er juillet 2018, elles étaient de 10% dans les deux républiques, et les salaires du secteur public, eux, avaient vu leur niveau augmenter de 10% le 1er novembre. Donc là, c'est énorme. Là, on va augmenter les salaires 3,5 fois plus que l'année dernière et les retraites 2 fois et demi. C'est vraiment beaucoup. Et il y aura une autre augmentation prévue le 1er janvier qui verra les salaires des employés d'État et du secteur public augmenter de nouveau de 35% et les retraites de 27% supplémentaires. Voilà, donc ça va quand même sacrément changer la donne en termes de pouvoir d'achat, tant des salariés que des retraités, parce que là, par exemple, la retraite minimum qui atteint presque les 4000 roubles, tu rajoutes 1000 de plus, pouf, tu passes à 5000, quoi, tu vois, ça veut dire, ça fait quand même une belle hausse, quoi. Ça laisse rêveur, surtout pour des gilets jaunes qui voient, eux, leur pouvoir d'achat s'effondrer. S'effondrer, ouais. En tout cas, c'est la preuve que même dans un pays en guerre, on peut augmenter les salaires, les revenus. C'est une bonne leçon à Micron, ça, quand même. Ah oui, voilà. Puis bon, de toute façon, c'est clair que c'est aussi une tentative de relance keynésienne, puisque ça va clairement doper la consommation et donc par ricochet le budget de l'État, puisque l'État est alimenté par les taxes sur les entreprises, les taxes d'importation et ce genre de choses. Donc clairement, plus les gens vont consommer et plus c'est mieux pour le budget de l'État. Il y en a qui ont un peu fait deux, trois petits cours d'économie en cours de route. Je dis ça pour Micron, je dis rien. C'est l'avantage d'avoir un type comme Glaziev, par exemple. Si on regarde les passeports russes, eh bien, les premiers ont été distribués à des résidents de la RPD et de la RPL cette semaine. Déjà 12 000 demandes ont été faites par les habitants des deux républiques suite au décret de Vladimir Poutine. Le service des migrations de la région de Rostov a donc déclaré avoir reçu déjà 12 000 demandes qui seront traitées donc, dans un délai de 3 mois. Il y en a déjà à peu près 1200 qui ont été traitées et approuvées. Et là, un premier groupe de 60 personnes de la RPD et de la RPL a reçu leur passeport. Ils se sont rendus dans la région de Rostov, là où
dans les bureaux dont j'avais parlé. Ils ont eu droit à une petite cérémonie de remise des passeports, donc ils ont signé leur serment d'allégeance à la Constitution russe, etc. Et ils ont donc ensuite reçu leur passeport. Donc il y avait 34 résidents de la RPD et 26 de la RPL. Donc ils avaient été emmenés par des bus spéciaux affrétés par les deux républiques. Et donc voilà, donc ça avance aussi, ça avance, ça avance bien, même s'il y a encore quelques soucis en termes de procédure. Bon, il y a quelques petits couacs de départ, mais je pense que ça va se régler. Ça va se régler. Je pense que c'est le temps un petit peu de démarrer tout ça. Ouais. Et comme tu le disais la dernière fois, enfin il y a un petit moment déjà, mais ça va changer radicalement la donne concernant la situation sur le front, puisque là ce ne sont pas des civils anciennement ukrainiens qui se sont autoproclamés indépendants, c'est des citoyens russes. Donc quand l'armée ukrainienne tirera sur des civils et que ça tombe sur un citoyen russe, déjà, ça va pas quand même. Hein. Ça donnera plus d'outils à la Russie pour poursuivre les commandants ukrainiens pour crimes de guerre. Oui. Puisque ce seront des citoyens russes, donc la justice russe ne pourra pas être déclarée incompétente, parce que c'est vrai que jusqu'ici, ils enregistrent des dossiers, mais tant que c'est des ex-citoyens ukrainiens, je veux dire, ils peuvent dire, oui, mais vous n'êtes pas compétents pour ça. Mais là, ça va être des citoyens russes, donc là, ça change complètement la donne. Et puis, surtout, la doctrine russe qui est de défendre ses citoyens, même à l'étranger. Donc là, c'est clair que ça va être maintenant la course contre la montre entre l'escalade voulue par les Américains qui poussent les Ukrainiens derrière et la distribution des passeports, quoi. Donc ça va être, il faut qu'on atteigne un seuil critique pour que la situation, je pense, se calme enfin sur la ligne de front. Surtout qu'en Ukraine, les cochonneries continuent à sortir. Hein, puisqu'on découvre que pendant qu'il était au pouvoir, Porky avait signé un contrat avec le ministère américain de l'énergie pour l'élimination des déchets nucléaires dans la région de Soumy, donc qui est en Ukraine. Et donc ils avaient prévu de construire des installations de stockage pour lesquelles les Américains avaient aligné 100 millions de dollars. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ce qui est advenu des fonds ? Si fort. Bon, il y en a une petite partie qui s'est fait voler par les complices de Poroshenko, et puis ce qui restait n'était pas suffisant pour construire les installations de stockage telles que prévues par le contrat. Oui. Voilà. Donc tout ça a été divulgué par le chef du service de presse de la milice populaire de RPD, Danil Bessonov, qui a déclaré que la surveillance de la contamination radioactive des zones habitées situées à proximité immédiate des sites d'enfouissement n'est même pas effectuée d'ailleurs. En dit long quand même sur la façon dont les Américains considèrent les Ukrainiens, c'est vraiment des Untermensch pour eux, c'est vraiment effrayant. Il dit, ça montre clairement que les États-Unis veulent utiliser l'Ukraine comme source de matières premières et comme colonie pour l'enfouissement des déchets radioactifs et chimiques. Alors moi les enfants, bon déjà après Tchernobyl, je pense que c'était pas très recommandé de bouffer des machins made in Ukraine. Oui. Mais là oubliez complètement. Non, si vous voyez que c'est des machins qui sortent d'Ukraine, les achetez pas. C'est pas pour le plaisir d'appeler au boycott, mais là c'est dangereux, quoi. Je veux dire, les mecs ils checkent même pas l'état de contamination radioactive. Vous savez pas où ont été cultivés ou élevés les bêtes, si c'est pas à proximité de ces sites d'enfouissement mal foutus parce que le pognon a été volé. Voilà. Moi pour votre santé, je vous recommande pas. Après vous faites ce que vous voulez, mais personnellement, je vous recommande pas. On voit l'effet catastrophique de la corruption en tout cas. Hein. Ah mais c'est là qu'on voit les dangers de la corruption. C'est là, enfin, vous vous rendez compte quoi. Là, c'est des sites d'enfouissement de déchets nucléaires. Et là, les trucs sont mal foutus. La surveillance de la contamination se fait pas parce qu'en fait, normalement, donc l'Ukraine devait recevoir des systèmes stationnaires de surveillance des rayonnements de la part de la société américaine WGJ Global Inc. Mais en fait, certains des appareils ont été volés. Oh, c'est pas vrai. Mais oui, mais c'est comme les armes, c'est comme tout, ils volent tout. Mais forcément, ils sont dans la dèche la plus totale. Je veux dire, même ceux qui reçoivent un salaire, c'est pas suffisant pour vivre. Donc qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Bien entendu, ils volent, ils revendent. C'est le système D. Enfin, je vais dire, c'est logique. Ouais. C'est malheureusement logique. Et les autres installations de surveillance qui restaient ont été installées sur des sites importants, genre installations d'État et installations militaires. Voilà.
Donc le citoyen lambda, il peut se bouffer du rayonnement. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ce qui se passe en Ukraine ne fait que nous donner une idée de ce qui va se passer en France dans quelques années, avec la politique à Macron. Hein. Oui, ça permet déjà d'anticiper, tu vois. Vous regardez ce qu'est l'Ukraine, vous comprenez ce qui vous attend. Vous regardez la Grèce aussi, c'est pareil d'ailleurs. Oui. Je veux dire, on en est là, quoi. Je veux dire, donc là, moi vraiment, je vous recommande de faire très attention. N'allez pas acheter des machins de sortie du je ne sais où, etc. Parce que si vous voyez que des trucs genre des légumes ou des machins qui viennent d'Ukraine, enfin vraiment, ne prenez pas de risques avec votre santé. Je veux dire, déjà avec ce qui s'est passé avec Tchernobyl, ils ont encore des zones qui sont très largement contaminées. Et alors là, maintenant, les États-Unis viennent jeter leurs déchets radioactifs et les installations sont pas conformes parce qu'ils ont piqué le pognon et les stations de surveillance de rayonnement, il y en a une partie qui a été volée, l'autre partie c'est juste pour les militaires et les fonctionnaires d'État, quoi. En gros, les autres vous pouvez crever, tout va bien. Bon, donc voilà, moi je vous recommande pas, après vous faites comme vous voulez, mais je rappelle que dans le cadre de l'accord d'association, l'Ukraine fourgue du miel, des framboises et je sais pas quelle connerie à l'Union européenne. Ouais. Donc moi je vous dis, faites attention, regardez d'où vient ce que vous bouffez, parce que, sauf si vous avez envie de devenir vert fluorescent. Oui. Ça a un seul avantage, c'est d'être visible la nuit, il n'y a pas besoin de gilet jaune. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Bon, celui-là, j'avais hésité à le mettre pendant Standard Kiev parce que c'est un peu tragicomique, mais bon, j'ai gardé dans les trucs sérieux parce que ça reste quand même très tragique. Donc nos auditeurs se souviendront que j'ai quand même beaucoup parlé de cette histoire d'autocéphalie pour la pseudo-église orthodoxe d'Ukraine. Le petit projet de Washington de créer un trône orthodoxe unique est en train d'exploser en plein vol grâce aux escrocs ukrainiens professionnels en soutane. Moi, ce que j'avais appelé les mafiosos en soutane, les... non, mais les schismatiques ukrainiens, c'est une mafia en soutane. Les fils arrêtent dans le poisson, ça. Hein ? Les fils arrêtent dans le poisson. Ouais. En gros, si on devait résumer la situation, c'est le Tomos est cassé, apportez-en un nouveau. En gros, si on peut résumer la situation en Ukraine, c'est ça. Entre autres, les actions du faux patriarche fébrile Filaret, qui je rappelle a quand même 90 piges, papy. Ce schismatique professionnel de Denisenko a déclaré qu'il ne reconnaissait pas l'autocéphalie de l'Église orthodoxe d'Ukraine établie en décembre de l'année dernière, à laquelle il a participé quand même, je le rappelle. C'est un embroglio, là, c'est une embrouille. Non. Là, il semblerait que Filaret, il a eu soudain, sa révélation sur la route de Damas, tu vois. Ouais. Parce que là, il a d'un seul coup découvert le contenu du Tomos, qui, contrairement à ce qu'ils ont raconté, n'a effectivement pas du tout apporté l'indépendance à l'église ukrainienne, mais l'a subordonnée à Constantinople. Ce qu'on avait dit depuis le début, aussi bien les Russes que moi-même. On l'avait dit. Là, c'est le père Denisenko, alias Filaret, qui nous sort la même. Je croyais que c'était que de la propagande russe. Non, mais bon. Il faut attendre, c'est tout. Il faut être patient, et puis à un moment donné, la vérité finit par éclater. Voilà, confirmé par ceux mêmes qui auraient dit juste avant que c'était un mensonge. Oui, parce que bon, je rappelle quand même que les propositions de Constantinople l'an passé ont été étudiées et soigneusement analysées quand même pour en déterminer les avantages pour les schismatiques. Mais il semble que la ruse de Denisenko Filaret n'était rien comparée à celle du pape orthodoxe jésuite Bartholomé, qui, semble-t-il, était quand même bien plus fut-fut et plus influent que Papy, là. Et résultat, le faux patriarche de Kiev, attiré par ses jolies promesses dans un piège, ils l'ont piégé, puis ils l'ont jeté par après. Voilà. Bon, c'est là qu'on voit que Denisenko, qui pourtant est un professionnel de l'arnaque, là, il s'est fait dépasser par Bartholomé, là, quand même. Mais ça, c'est le problème avec les jésuites, c'est que ils sont partout et ça conspire. Et ils sont de très très bons manipulateurs, parce que Denisenko, c'est quand même pas un lapro de 6 semaines. C'est ça.
C'est des spécialistes de la manipulation, de la tromperie, de... Oui, c'est clair. Donc là, parce que bon, je vais rappeler quand même pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, puisque c'était quand même un long roman fleuve cette histoire, c'est que Washington, se rendant compte de l'influence de ces structures en Europe s'estompait, a activé la mise en œuvre du projet du papisme oriental. Il voulait utiliser le patriarcat œcuménique de Constantinople pour créer, par analogie avec le Vatican, un seul trône orthodoxe, puisque je rappelle que ça dans l'orthodoxie, ça n'existe pas. Il y a différents patriarcats, il y a des églises orthodoxes qui sont unies dans une communion de foi et de canon et de liturgie. Mais, je vais dire, le patriarche d'Antioche n'est pas inférieur ou supérieur au patriarche de Moscou, qui n'est pas inférieur ou supérieur au patriarche de Jérusalem, etc., etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne de manière collégiale. C'est pas du tout la structure qu'on a dans le catholicisme. Donc là, il voulait faire un espèce de pape orthodoxe avec le Bartholomé. Et donc pour ça, parce que le problème c'est que le patriarche Bartholomé, il est un peu faiblichon, parce que... Oui. Il ne le patriarcat œcuménique de Constantinople, enfin, ils ont un petit quartier à Istanbul, et puis... Puis encore, ils contrôlent pas tout. Ils sont quand même sous la responsabilité, sous la tutelle de l'État turc, qui est pas spécialement amical. Pas vraiment. Et puis ils ont donc 2-3 paroisses à l'étranger, etc. Mais enfin, comparé par exemple à un patriarcat comme Moscou, ça fait un peu petit joueur. Voilà. Donc l'idée, c'était de renforcer le patriarcat de Constantinople avec les paroisses ukrainiennes, pour faire gonfler Constantinople à l'hélium. Voilà. Bon, c'était pas une idée nouvelle, mais c'était assez quand même difficile à mettre en œuvre, parce que bon, si les Américains n'avaient pas de désaccord avec les élites ukrainiennes en la matière, le patriarche Bartholomé, comme on a pu le voir l'an passé, était quand même très très prudent. Parce que Pépère, il est quand même licencié en droit. On va pas le prendre pour un con non plus. Et il a compris quand même qu'il allait devoir se livrer à des falsifications et des violations des lois et des canons de l'Église à une échelle stratosphérique et que ça risquait de pas très bien passer. Bon, les choses ont été un petit peu précipitées par l'échec du coup d'État en Turquie que Fethullah Gülen, qui est aux États-Unis, a tenté d'organiser. Parce que bon, ce petit bordel, ça a quand même été en grande partie préparé à la fameuse ambassade fantôme des États-Unis à Istanbul, qui est le petit nom que les services spéciaux turcs donnent à la résidence du patriarche Bartholomé dans le quartier du Fanar. Bon, parce que bon, pour l'instant, le patriarcat de Constantinople est sous la protection de Washington, mais tout change rapidement dans ce monde. Et donc Constantinople a décidé de soutenir l'autocéphalie ukrainienne pour essayer de faire comme la grenouille qui voulait devenir aussi grosse que le bœuf. Mais bien sûr, à des conditions favorables au patriarcat œcuménique, et pas du tout à des conditions favorables à l'église des schismatiques ukrainiens. Bon, il ne faut pas se leurrer, Denisenko, Philaret avait parfaitement compris les objectifs des Occidentaux en matière d'autocéphalie, mais il était sûr, on va dire, de la loyauté de son petit protégé, Sergei Doumenko, alias le pseudo... métropolite de Kiev, Épiphane. Bon, le vieil escroc avait prévu de tromper Constantinople en créant, après avoir reçu le tomos, un front uni de dissidents et d'hérétiques, mais ça n'a pas marché. Résultat, récemment, comme je l'avais dit, le patriarche Bartholomé a déclaré que le père Philaret n'a jamais été patriarche de Kiev, qu'il n'y a jamais eu de patriarcat de Kiev, donc ça, v'là dans ta gueule, on en avait parlé vite fait. Et que résultat des courses, pour eux, ils ne traitent qu'avec le métropolite Épiphane, puisque Philaret n'est pas du tout légitime, il n'a pas été élu, etc. Et donc là, l'autre papy, là, en gros, écoute, tu ne sers plus à rien, à la retraite pépé, quoi. À la retraite Pépé, sauf que Pépé, il l'a pas pris comme ça. Pépé, il l'a pas pris comme ça, et donc il nous a refait un nouveau schisme. Voilà. Voilà. Donc ça a prouvé que effectivement il n'était jamais revenu sur son schisme initial, qui ne s'était pas du tout repenti, et que donc la décision de Constantinople de lui accorder le pardon était complètement illégitime et illégale. Voilà. Bon, le petit problème, c'est que cette nouvelle étape dans la mise en œuvre du projet du papisme oriental par l'Occident, les hiérarchies orthodoxes y voient quand même une grosse menace pour le christianisme, et qu'il y a quand même des petites chances que le patriarche Bartholomé se fasse éjecter au conseil panorthodoxe,
C'est en tout cas ce dont l'a menacé le vicaire du patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. Oui. L'évêque d'Erzurum, Caïs. C'est pas encore un ultimatum, mais ça commence à sentir le sapin pour Pépé Bartholomé. Moi, à ta place, je commencerai à arrêter les conneries. Enfin, en tout cas, pour l'instant, le joli petit projet de Washington de créer un trône orthodoxe unique est en train d'exploser en plein vol, et on peut remercier le père Philaret, l'escroc schismatique professionnel, qui a ici joué de manière bien qu'inconsciente en faveur de la véritable église orthodoxe, en montrant et en prouvant toute l'inconsistance du projet occidental. Là, vous pouvez pas l'accuser de faire la propagande du Kremlin. Le mec, il est anti-Kremlin comme c'est pas permis. Alors... Là, vous êtes dans la merde. Bah c'est bien, il a permis d'exposer l'imposture en pleine lumière, tout simplement. Donc là, j'avertis nos auditeurs que je serai beaucoup moins présente, donc vous affolez pas si vous voyez beaucoup moins de contenu sur Donbass Insider. Je vais travailler cette semaine, pendant 10 jours, sur un très très gros projet. J'expliquerai après sur quoi. Pour l'instant, je ne dirai rien. Et donc, voilà, vous affolez pas. Mais par contre, voilà, suivez quand même. Je vous encourage à suivre Donbass Insider sur les réseaux alternatifs comme Contact et surtout Telegram. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai des petites news comme le coup des Smerch le 11 juin, je le publie principalement là-dessus, sur Facebook et Contact. Je ne vais pas faire un article pour une toute petite vidéo et 3 lignes de contenu. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux alternatifs, parce qu'en plus on voit une censure constante de la part, entre autres, de Facebook, tout à fait, de Twitter, de YouTube. Nous ne sommes pas les seuls. Donc là, il faut savoir, sur Facebook, il y a une page donc, qui est Europro-Poutine, sur laquelle on pouvait partager, qui maintenant, depuis les élections, enfin un petit peu avant les élections européennes, a été bloquée. Donc on ne peut plus rien publier dessus, donc on perd en audience. Sur YouTube, la censure va à plein régime. Plusieurs chaînes ont été censurées de manière complètement abusive. D'ailleurs, pour certaines, c'est assez rigolo parce que ils ont censuré une chaîne comme ça qui avait fait c'était un reportage ou un truc pour démonter le nazisme. Et en fait, voilà, ça parle de nazi, paf, YouTube a censuré tout le truc. Enfin bon, ils ont jeté le bébé, l'eau du bain, la baignoire, et le reste du mobilier de la salle de bain avec. Mais là, ça devient très grave. On subit une censure énorme. Ça va très loin, c'est-à-dire que c'est même carrément une demande officielle. Je cite une dépêche de Sputnik. La Commission européenne a convaincu Google, Facebook et Twitter de censurer Sputnik. Évidemment RT France, mais ça veut dire aussi tous les médias alternatifs comme le tien, Donbass Insider ou Éveil Français TV. C'est-à-dire qu'à tout moment, malheureusement, je pensais solidifier l'accès des vidéos d'Éveil Français TV avec SolidTube. Eh bien, je me rends compte qu'ils ont réussi apparemment à bloquer carrément le rafraîchissement du site. C'est pour ça que je le commande. Enfin, moi, je sais que donc là, j'ai une plateforme qui m'a offert un accès pour mettre mes vidéos, mais je pense que je vais aussi dupliquer sur YouTube. Donc, on vous mettra les liens clairement. On va devoir passer aux alternatives russes. C'est quand même incroyable parce que les pro-OTAN nous disent que la Russie est une dictature, et actuellement, les seuls endroits où on peut publier sans être censuré à mort, c'est quoi ? C'est les réseaux sociaux russes. Donc, c'est d'origine russe, donc VK, Telegram, Rutube, YouTube, entre autres, Infowars a été complètement censuré. Summit News, donc Joseph Watson est sous la menace. Il dit clairement à ses auditeurs de s'abonner à sa newsletter, parce qu'il dit d'un jour à l'autre YouTube peut fermer ma chaîne. Bientôt il y aura plus sur YouTube que des tutos make-up et des petits chats. Ouais. Je veux dire, si on continue comme ça. Mais ça devient très inquiétant. Il y a une dérive très flippante. On voit de plus en plus de censure. Et là, Facebook, Twitter aussi a striké un grand nombre de comptes au moment des élections européennes. Et YouTube s'y met maintenant à fond. Et donc là, vraiment, suivez-nous sur les réseaux alternatifs, parce que d'un jour à l'autre, on peut voir la page Facebook ou les comptes Twitter ou les comptes YouTube être fermés. Donc, si vous nous suivez que sur ces plateformes-là qui pratiquent la censure à échelle industrielle, il y a un moment où en fait vous recevrez plus d'informations. Voilà. Vous allez nous perdre. Et donc c'est vraiment très très important.
Telegram, en plus, vous pouvez l'installer très facilement sur votre smartphone, votre tablette ou même sur votre PC. Donc, il vous suffit juste d'avoir un numéro de portable sur lequel vous allez recevoir un petit code par SMS pour l'activer. Donc, pas besoin même d'un smartphone. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez installer Telegram. Vous allez recevoir les notifications en temps réel quand il y a un nouvel article ou une petite news urgente de type bombardement intensif ou de type, voilà, comme ces smerch là qui ont été vus. Voilà, détecté entre Kramatorsk et la RPD. Donc vraiment, suivez-nous sur ces réseaux-là, parce qu'il y a un moment où on va se faire striker, ça c'est certain. Je veux dire, l'agence pour laquelle je travaille, on a eu 2 chaînes YouTube strikées. On a eu une page Facebook strikée. Voilà, et puis là je vous dis, maintenant cette page Europroputine, où on ne peut plus rien publier depuis en gros une semaine avant les élections européennes, et depuis ça n'a pas été débloqué. On sait que c'est ça parce qu'il y a eu d'autres cas, j'ai eu d'autres cas, je te dis, Solitube où je ne peux plus rafraîchir les vidéos, donc là la dernière en date c'était le site Web 62 de SR sur la Syrie. Et puis il y a aussi des correspondances par email, c'est-à-dire qu'il y a des adresses qui n'ont pas changé et qui maintenant refusent des courriers. Donc c'est très étrange, ils attaquent à tous les niveaux. Évidemment, comme c'est une... Voilà. Donc de toute façon, tout ce qui est service de mail, Gmail, etc. va aussi poser des problèmes. C'est pour ça que personnellement j'utilise Yandex, donc c'est un système russe. Je veux dire, voilà, à un moment il faut vous tourner vers ces trucs-là. Je vous dis, ça sera beaucoup plus simple. Telegram, en plus, vous n'avez pas d'algorithme, etc. Voilà, vous vous abonnez, vous recevez les notifications en temps réel, vous êtes sûr de ne rien rater. Vous allez recevoir du contenu en plusieurs langues, puisque Donbass Insider est en plusieurs langues, mais voilà, vous êtes sûr de recevoir tout le contenu en temps réel, et s'il y a des petites news urgentes, je les diffuse principalement là-dessus, un petit peu sur Facebook et sur Contact aussi, mais clairement je fais pas un article pour une petite vidéo et trois lignes de contenu, quoi. Donc ces trucs-là, je les diffuse que sur ces plateformes-là, donc si vous ne suivez pas là, vous risquez de louper l'information. Donc vraiment, suivez-nous sur tous ces réseaux-là, et voilà, passez vraiment aux alternatives Made in Russia, parce que là ça commence vraiment à sentir le sapin. C'est très menaçant, c'est qu'ils sont déterminés à incriminer la Russie dans les soi-disant manipulations d'élections européennes. D'ingérence imaginaire dans les élections. Alors que les fraudes, par contre, je veux dire, il y a plein de gens qui se sont rendus compte que les résultats, ne serait-ce qu'en France, ne correspondaient pas, au minimum ne correspondait pas à l'état d'esprit global des gens en France. C'est-à-dire que là... et puis en plus, je veux dire, les ingérences, je veux dire par exemple américaines, etc., elles sont constantes un peu partout dans le monde. Elles sont faites de manière, je veux dire, ils se cachent même pas. Donc je veux dire, à un moment... faut un peu arrêter, quoi. Je veux dire, il y a quand même quelque chose qui va pas. Donc non, vraiment, suivez-nous sur les trucs alternatifs. Je vous dis VK, donc Contact, Telegram. Je ferai une chaîne YouTube pour Donbass Insider, mais il y a déjà une plateforme alternative. Il faut juste que je la rajoute aux plateformes existantes. Mais vraiment, suivez-nous sur un maximum de plateformes possibles, parce que d'un moment à un autre, on peut se faire striker par YouTube, on peut se faire striker par Twitter, on peut se faire striker par Facebook, et dans ce cas-là, voilà, on sera... Mais je crois qu'il faut partir du principe qu'on sera de toute façon striké tôt ou tard. À un moment ou à un autre. Donc voilà, vraiment préparez-vous à ça en passant sur d'autres plateformes alternatives, tant que on peut vous transmettre facilement l'information. Et tant que vous pouvez y accéder. Voilà. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Je pense que le site web sera aussi très court la semaine prochaine, puisque je serai encore dans cette période où je vais travailler sur ce très très gros projet. Et puis je vous expliquerai un petit peu après. Concernant Olia, bonne nouvelle. Donc là, on a signé l'accord d'achat pour un des appartements qu'on avait visité. C'est pour ça que j'étais un petit peu moins présente ces 2 dernières semaines. On a travaillé là-dessus. Donc on a trouvé l'appartement pour Olia. On a déjà signé l'accord de vente, on a versé un premier acompte, et donc maintenant on attend toute la préparation des papiers, puisqu'il faut enregistrer tout ça, et la bureaucratie ici n'est pas toujours très très rapide, donc voilà, donc ça avance super bien. Donc je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont donné pour le projet d'achat
de la maison pour Olia et ses 5 enfants. Donc vraiment bravo à vous tous. Ouais. Vous avez montré que les Merci petites à rivières ceux qui font les l'ont grands fait, fleuves. ouais. Et donc merci à vous tous. Vous avez fait du super boulot. Et grâce à vous tous, on va y arriver, quoi. Donc maintenant, c'est plus qu'une question de, je pense, 2 mois et demi, le temps de finir de faire tous les papiers, les enregistrements, etc., etc. Et ensuite, donc, qu'on puisse verser la fin de la somme nécessaire, qu'on achète des meubles, parce que la personne qui vend va reprendre un certain nombre de meubles et d'électroménagers, donc on va devoir en acheter. Mais donc voilà, on a le budget qu'il faut grâce à vous tous, et donc vraiment super, bravo à vous tous. Et donc ça montre que ensemble, on est capable de mener des gros projets comme ça, et que c'est faisable. C'est pas mission impossible. Et donc voilà, merci à vous tous, et puis je te dis à la semaine prochaine pour le prochain SITREP, et en espérant que quand même ils vont se tenir, enfin qu'ils vont un petit peu se calmer côté ukrainien maintenant que les premiers passeports russes ont été distribués. Ouais, on peut espérer, c'est juste ce qu'on peut faire, parce qu'on peut pas faire autre chose, malheureusement. On peut pas faire, non, à part vous informer, et puis continuer à diffuser au maximum autour de vous, auprès de vos voisins, de vos cousins, de vos frères et sœurs, tantes, enfants, parents, grands-parents, etc. C'est comme ça que l'information va pouvoir petit à petit circuler, et qu'on arrivera à se faire entendre. En tout cas, merci encore une fois, Christelle, pour ce que tu fais pour l'humanitaire et puis pour l'information. Et à samedi prochain, et bon courage pour toute cette semaine d'activité intense. Voilà. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, au revoir.